Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines que nous examinons aujourd'hui aurait pu être l'occasion de jeter les fondements d'une politique pénale ambitieuse, répondant aux enjeux et aux besoins d'une justice pour tous et comprise par tous. Tel n'est malheureusement pas le cas. Ce texte manque de hauteur et de souffle. Mais il est vrai que l'un des objectifs était finalement, comme souvent, de détricoter ce que le précédent gouvernement avait fait en supprimant les peines planchers. Mes chers collègues, nous écoutons Madame Dion. Incantatoire, vous tentez de donner un peu d'ambition à votre texte. Vous proclamez à l'article 2 le principe de l'individualisation de la peine. Mais, merci de me le rappeler, en effet, ce principe est appliqué quotidiennement par les juges. Ce principe a valeur constitutionnelle depuis bien longtemps. Ce principe, nous le devons à Beccaria, certains le connaissent ici, qui est l'auteur d'un magnifique traité des délits et des peines. Et en effet, ce traité a été érigé dès le XVIIIe siècle comme une règle fondamentale de notre droit. Donc, c'est évidemment pas une invention de votre gouvernement ni de votre texte. En revanche, vous auriez pu, au prétexte de ce texte, réfléchir au rôle du fonctionnement des parquets ou sur la réforme de la filière de probation réclamée par l'administration pénitentiaire. En fait, ces suggestions, elles sont celles de quelqu'un que vous connaissez bien, puisque c'est votre Premier ministre, Manuel Valls, alors qu'il était ministre de l'Intérieur. Car, comme cela a été souligné par de nombreux orateurs, votre texte, Madame le garde des Sceaux, ne fait pas l'unanimité, c'est le moins que l'on puisse dire, même au sein de votre propre famille politique. Au nom d'une idéologie empreinte de bons sentiments, de bonnes intentions, mais est-ce que tout ça fait une bonne politique? Vous considérez que l'incarcération nuit à la réinsertion et du coup vous fondez votre texte sur les peines alternatives, en instaurant cette nouvelle peine qui s'appelle la contrainte pénale, sur la suppression des peines planchers pour les récidivistes, sur la mise en place de mesures de suivi pour les sorties de prison, sur le développement d'un mode de résolution des litiges par la transaction. Bref, ce sont des mesures que nous connaissons pour certaines d'entre elles. En ce qui concerne l'aménagement des peines, nous disposons déjà, cela a été rappelé, de nombreux dispositifs alternatifs à l'incarcération. Les travaux d'intérêt général existent depuis 30 ans et donnent de bons résultats pour les petits délits. Le sursis simple, le sursis avec mise à l'épreuve, les jours amendes, les peines de confiscation, les stages de citoyenneté, le placement sous surveillance électronique, le bracelet électronique, la semi-liberté, le suivi socio-judiciaire ou encore les peines restrictives de droit. Autant de facultés qui sont offertes au juge pénal et qu'il conviendrait, nous le regrettons tous, de promouvoir, d'encourager et de réformer avant d'en créer d'autres. Car nous le savons bien, les moyens dont disposent les services d'insertion et de probation ne permettent pas aujourd'hui de suivre les peines alternatives existantes de manière satisfaisante. Alors, comment ferez-vous avec ce nouveau dispositif qu'est la contrainte pénale? Quelle assurance avons-nous que les moyens humains et financiers seront à la hauteur des enjeux? Permettront-ils de vérifier l'application effective de cette peine, de contrôler et de suivre les personnes condamnées pour des délits graves? Vous proposez la création sur 3 ans de 1000 postes de personnel d'insertion et de probation. Mais vous savez bien, tous ici, que ce nombre est notoirement insuffisant. Dans ces conditions, quelle est la crédibilité qu'on peut accorder à ce texte? Une justice pénale sans moyens, élaborée sans véritable réflexion et qui fait fi de la garantie de tout citoyen à son droit à la sécurité et qui méconnaît l'intérêt des victimes.
Personne sur ces bancs n'est pour le tout carcéral. Personne. Chacun sait que la prison peut avoir des effets extrêmement pervers. Pour certains, c'est la récidive. Pour d'autres, c'est le basculement dans un radicalisme religieux qui est un véritable fléau. Pour autant, la prison a une fonction sociale. Elle est de protéger la société contre des personnes dangereuses, de rassurer les victimes. C'est aussi une autre voie vers la réinsertion des détenus. C'est également une voie pour lutter contre la récidive. Il faut travailler à l'amélioration des conditions de détention. Ces conditions de détention doivent être compatibles avec le principe de la dignité qui est offert à toute personne humaine. Il faut s'attacher à l'enseignement, à la formation professionnelle en prison. Il faut s'attacher à l'application du droit du travail en milieu carcéral. C'est la condition pour que les détenus retrouvent à la sortie une place normale dans la société. Ce droit à la dignité, on n'en parle pas. Ce droit de faire de la vie en prison une vie normale, ça n'est pas dans les objectifs de ce texte. Vous avez dit tout à l'heure, Madame la garde des Sceaux, je vous ai bien entendu, dans le cadre de la présentation de votre texte, que le temps passé en prison devait être un temps utile. Et alors ? Finalement, je crois que votre texte passe à côté de cet objectif et que vous ne vous êtes pas occupé ou préoccupé de traiter la vie en prison, qui est aussi quelque chose d'essentiel et de fondamental. Donc on passe à côté des vrais sujets, des vraies questions, et là encore, on reste sur sa faim. Le monde judiciaire, le monde du droit, le monde de la justice, l'ensemble des justiciables attendaient autre chose, et là encore, nous sommes déçus, donc c'est pourquoi nous ne voterons pas le texte que vous proposez. Merci de votre attention.